portes du Sahara, dans l'anti-Atlas marocain, le Djebel Sagrou, une chaîne montagneuse au paysage lunaire. Les aventuriers en herbe et les sportifs de l'extrême viennent se perdre dans cet univers minéral, fait de canyons, de pics rocheux et d'oasis. Dans cette région aride vivent les Aït Ata, l'une des dernières tribus nomades du Maroc. Des bergers aux traditions ancestrales qui font paître leurs troupeaux dans l'immensité du Djebel Sagrou, qui culmine à 2700 mètres d'altitude. Incontournable Djebel Sagrou qui cache une toute autre histoire. Celle d'un acte de résistance héroïque d'un groupe d'irréductibles berbères. En 1933, le mont Bougafer, d'ordinaire quasi désertique, voit ses pics rocheux se transformer en une citadelle défensive. Les nomades de la région sont bien décidés à opposer un ultime rempart à la colonisation française au Maroc. Moustapha Kaderi est historien et spécialiste des guerres de colonie. Il nous raconte cet incroyable fait d'armes. Les officiers français parlaient beaucoup de ces berbères qui ont une âme rebelle. Alors vous savez, quand on fait le lien avec l'histoire, cette population qui existe depuis l'Empire romain, les Aït Ata, comme toujours, je veux dire, c'est des gens qui ont une bonne morale et qui sont des guerriers, bien sûr, des nomades. Ils ont commencé la guerre contre les Français depuis l'expansion française dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara algérien, parce qu'ils habitent de l'autre côté de la frontière aussi. Et comme c'est des nomades, pasteurs et surtout aussi des commerçants de commerce transsahariens. Donc leurs intérêts commençaient à être touchés depuis l'expansion vers 1880-1890 et ça continue jusqu'en 1933. Pour déloger ces 5000 berbères insoumis, 83 000 soldats assiègent le mont Bougafer, l'une des dernières poches de résistance au protectorat. La France veut en finir au plus vite. Surtout qu'en Europe, Hitler montre déjà ses intentions belliqueuses. Paris doit rapatrier toutes ses troupes dès que possible. Les grands généraux de Rabat sont envoyés sur place, appuyés par des tirailleurs sénégalais, tunisiens, algériens et des goumiers marocains, tous bien armés. L'armée coloniale avait tout un matériel moderne. L'artillerie, l'aviation, les blindés, c'est ici qu'ils ont été utilisés pour la première fois. Puis, bien sûr, les mitrailleuses qu'on appelle ici la folle. Les soldats français appelaient ça le moulin à café, parce que ça faisait un bruit comme le moulin à café quand les balles sortaient. Sur le papier, la bataille s'annonce très inégale. L'armée française mène une guerre d'usure et bombarde jour et nuit les positions des rebelles berbères. Les gens ont quitté leurs villages respectifs, leurs lieux de campement respectifs, en famille, avec les femmes, les enfants, le cheptel. Donc c'est une résistance familiale où tout le monde faisait quelque chose. Les femmes puisaient l'eau quand ils le pouvaient, mais l'artillerie bombardait les lieux. Mais aussi ils participaient avec les enfants, d'après les témoignages, y compris en jetant des cailloux, des pierres. Les gens se débrouillaient avec les moyens de bord qu'ils avaient, c'est-à-dire on avait des fusils gras, aussi des labels qu'ils achetaient en contrebande un peu partout, mais aussi sur le matériel récupéré sur les morts de l'armée française. En tout cas, ça reste que des fusils. Pendant 42 jours, les bergers mènent une résistance acharnée, avantagés par leur fine connaissance de la montagne, de ses reliefs et de ses grottes naturelles. Coincés au pied du mont Bougafer, les Français, eux, tentent de négocier à plusieurs reprises. Les Berbères désignent Asso Baslam comme négociateur. C'est un commerçant caravanier, mais aussi un trafiquant d'armes, bien informé de l'avancée française en Afrique du Nord. Au début, les généraux de l'armée française essayaient d'envoyer des émissaires pour demander aux gens de se soumettre. Et l'une des anecdotes, on raconte qu'Asso Baslam avait reçu une lettre écrite et il a dit à son messager de demander à la personne qui a écrit la lettre de venir elle-même chercher la réponse. Après un mois de résistance héroïque, l'étau se resserre sur les combattants berbères, à court de munitions et de nourriture. Le virus du typhus, transmis par les animaux et les hommes morts, commence à contaminer les survivants. Sous les you-you des femmes, Asso Baslam est contraint de redescendre de sa montagne. Non pas pour se rendre, mais pour négocier.
il faut toujours des pragmatiques. Sinon, c'était le suicide collectif. Soub Aslam, du coup, il a pu jouer ce rôle un petit peu de convaincre d'abord ses frères et aussi surtout de faire la pression sur les militaires pour accepter certaines conditions que leur hiérarchie avait du mal à accepter. Le 24 mars 1933, sous un pistachier de l'Atlas, non loin des nombreuses sépultures de guerriers tombés au combat, les chefs de tribu Aïd Atta scellent leurs accords de paix avec la France. Les 3000 combattants restants gardent la vie sauve et les tribus conservent le droit de s'auto-administrer. Même dans la défaite, on négociait quelque chose comme le respect des lois locales, les histoires de corvée, les histoires de faire du folklore dans les réceptions officielles. Les Aïd Atta ont obtenu le droit de ne pas faire du folklore dans les réceptions officielles, parce que c'est humiliant. Donc on signe un accord écrit, bien sûr, et puis on fait la cérémonie. Alors on se serre les mains, bien sûr, mais surtout aussi un élément très fondamental, c'est qu'on demandait aux tribus d'égorger une bête, donc sceller le pacte par un sacrifice rituel, et du coup on fait couler le sang, comme on dit, pour arrêter de faire couler le sang des humains.